Bonjour et bienvenue sur Ma Brickville, la chaîne où on parle de villes Lego. Aujourd'hui, je te donne 12 conseils pour maîtriser le logiciel Studio de Bricklink. J'étais parti pour 10, mais je voulais vraiment te donner tous mes conseils, donc les deux derniers, c'est cadeau. Et au fait, si tu ne connais pas du tout Studio, je te conseille de regarder ma vidéo Studio pour les débutants. Si tu connais un petit peu Studio, t'es vraiment à la bonne place. Je vais te montrer comment réaliser des constructions complexes et aussi comment gagner du temps pour réaliser des choses plus simples. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. C'est un peu long car je veux te donner plein de conseils. Donc, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit popcorn et on plonge sans plus attendre dans tous mes secrets pour devenir un pro de Studio. Alors, pour commencer, je vais te montrer comment récupérer des fichiers 3D d'ensemble Lego officiels que tu vas pouvoir importer dans Studio. Comme par exemple des bâtiments modulaires si tu voudrais les avoir en 3D pour pouvoir rechercher des pièces ou simplement pouvoir les modifier pour pouvoir les recréer un petit peu moins cher. On sait que dans les ensembles Lego, il y a des pièces beaucoup plus chères que d'autres. Donc je t'avais montré dans la dernière vidéo que dans Studio, on a accès à la galerie de tout ce que les utilisateurs de Studio ont mis en ligne à notre disposition. Si par exemple, on cherche le Fire Brigade, on voit qu'on a plusieurs choix, mais il n'y a rien qui ressemble à un ensemble Lego officiel. J'ai essayé de chercher, j'ai jamais trouvé aucun ensemble officiel dans ce qui était disponible via Studio. Heureusement pour nous, sur un vieux forum qui s'appelle Eurobricks, il y a des gens qui ont mis en ligne tous les ensembles Lego officiels qui ont été faits en LDD. Le format LDD, c'est Lego Digital Designer, qui est un vieux logiciel qui a été fait par Lego, qui permettait de créer des ensembles en 3D. C'est un peu l'ancêtre de Studio, et depuis que Lego a racheté Bricklink et donc Studio, le Lego Digital Designer a été complètement abandonné, donc maintenant ils recommandent d'utiliser Studio. Et il y a des gens bien sympathiques qui ont décidé un jour de mettre en commun tous les fichiers LDD d'ensemble Lego officiels qui avaient été créés. Ça a été tout répertorié dans cette gigantesque liste. Donc je te conseille de faire une recherche, que les chercher un par un, ça risque d'être très très long. Donc si par exemple on cherche toujours notre Fire Brigade, il est ici. Donc on voit que dans les bâtiments modulaires, on a quand même toute une bonne liste, ça s'en va jusqu'au bookshop. Donc je sais pas s'il y a toujours des gens qui en rajoutent, mais en tout cas si tu cherches les vieux bâtiments modulaires en 3D, ils sont tous disponibles ici. Donc maintenant, si on veut notre Fire Brigade, on clique sur le lien et ça nous amène avec une petite vue du 3D et le lien à télécharger. Donc on a juste à faire clic droit, enregistrer le lien sous. Et maintenant, on a le fichier téléchargé et on va pouvoir voir ensuite comment l'importer dans Studio. Juste avant, je veux te montrer qu'il existe la même page pour des fichiers qui ont été faits avec un logiciel qui s'appelle LD-RAW, qui est un encore plus vieux logiciel qui était open source, mais qui au final fait un peu la même chose, c'est des ensembles Lego officiel en 3D. Donc là tu vas voir que la liste est un petit peu plus courte, le logiciel est plus vieux, il y a sûrement de moins en moins de monde qui l'utilise. En plus, les fichiers LD-RAW s'importent parfois pas très très bien dans Studio. Donc si t'as le choix, que le fichier existe en LDD, je te conseille fortement LDD. Sinon, LD-RAW est aussi une bonne alternative. En tout cas, je te mets les liens vers les deux pages en description. Donc maintenant tu vas me dire, ok c'est bien beau, j'ai téléchargé des fichiers de vieux logiciels, mais comment je mets ça dans Studio? Donc pour ça on a un beau petit système d'importation. On va simplement cliquer sur Import, et là on va aller récupérer notre fichier qui est en .lxf. Oui je sais, le logiciel s'appelait LDD, puis ils ont pris LXF comme extension, mais c'est ça les fichiers. On double-clique dessus, et là on a tout notre magnifique 3D qui a été importé. Donc par contre, les étages sont pas séparés, là on a vraiment juste toutes les pièces. Il y a des fois certaines pièces qui ont été mal importées, donc il faut aller regarder si tout s'est importé correctement. Des fois par exemple il y a des têtes ou des torses qui sont pas importés correctement et que du coup la pièce va falloir la récupérer soi-même. Mais dans l'ensemble, on a un beau Fire Brigade officiel en 3D. Donc si par exemple tu veux l'acheter mais tu sais que par exemple les pièces Bourgogne
d'occasion sont jamais en bon état parce qu'elles vieillissent très mal ou que les portes de garage valent une fortune. Des fois, ça vaut le coup de simplement les changer de couleur pour pouvoir recréer quasiment un ensemble officiel, mais à moindre coût. Le deuxième truc que je vais te donner va te simplifier la vie autant au niveau de la construction qu'au niveau de la recherche de pièces. On voit que dans Studio, ici, on a deux petites icônes. Il y en a une qui s'appelle Palette Color et l'autre qui est Decorated Bricks. La première Palette Color, tu vois que dans ce cas-là, moi, elle est setée à blanche. Ça veut dire que dès que je vais insérer une pièce, par défaut, elle va être blanche. Mais je peux changer cette couleur en cliquant sur ce petit onglet. Si par exemple, moi je veux tout construire en bright green, mais là ma palette de pièces vient de devenir bright green. Donc du coup, toutes les pièces que je vais installer sont de cette couleur. C'est juste un petit truc, mais ça va t'éviter de toujours être en train d'aller changer la couleur de tes pièces si tu construis beaucoup de choses de la même couleur. Et la deuxième petite icône, c'est Decorated Bricks. Quand c'est activé, on voit que j'ai 733 briques. Donc juste dans la palette briques, j'ai 733 briques. Puis on voit qu'il y en a quelques-unes qui sont normales, entre guillemets. Et après, on en a une énorme quantité qui sont toutes des pièces qui sont imprimées. Si j'enlève cette option, j'ai 45 briques au lieu de 733. Donc si je sais que par exemple, moi, je construis rarement avec des pièces imprimées. Au pire, je vais construire avec des pièces sans impression, puis après, je vais rajouter si vraiment je veux une pièce imprimée. Mais je te conseille très fortement de désactiver cette option, parce qu'au moins quand tu cherches des pièces, la palette de briques est beaucoup plus courte, parce que là, on voit que après 45 pièces, je suis rendu dans les brick round, et après j'ai quelques pièces, je vais me rendre dans les briques modifiées. Donc ça m'évite d'avoir à passer à travers des centaines de pièces qui ne me servent pas. Pendant qu'on est dans la palette de pièces, t'as sûrement remarqué qu'il y a des pièces des fois qui se répètent. On voit par exemple ici que le fameux jumper, j'en ai 3 versions. C'est parce qu'en fait, il y a existé plusieurs types de cette même pièce. Elle a été modifiée dans le temps et on retrouve les vieilles versions. Donc si je fais clic droit, on voit par exemple que celle-là, elle est avec le petit tenon en dessous. Celle-ci, c'est la plus vieille, elle avait pas la petite rainure sur le côté. Et ça, c'est la nouvelle maintenant, qui n'a pas le tenon en dessous, mais qui a juste un anti-stud. Donc là, tu vas me dire, ok, mais quand je les vois par-dessus, comment je fais, moi, à chaque fois pour savoir laquelle est laquelle, comment je sais qu'il y en a une qui est plus vieille ou pas. Déjà, au niveau des noms, si tu laisses ta souris longtemps, tu vas toujours voir le numéro de la pièce, dans ce cas-là, 3794. Puis là, il y a un A. Ça, c'est la première révision. Celle-ci, c'est toujours la 3794, mais c'est la B, donc c'est la deuxième révision. Donc la B est plus récente que la A. Et ici, on voit qu'on a carrément un numéro de pièce différent. Depuis quelques années, des fois, Lego a arrêté de faire une itération de pièces, en fait, a simplement donné un nouveau numéro de pièce. Donc là, si on veut avoir plus de détails, si je prends cette pièce et que je vais la mettre n'importe où, quand je resélectionne cette pièce, je t'avais montré dans la première vidéo qu'on trouve le numéro de pièce et la description. Donc c'est la magie de Bricklink, quand on clique sur le lien, ça nous emmène directement sur la page de la pièce et on voit ici les années dans lesquelles ça a été utilisé. Donc c'est 2010 à 2023, donc la 15573 c'est la pièce la plus récente. Si je retourne dans Bricklink et que par exemple je vais prendre la version A, quand je clique sur la version A, on voit ici que c'est vraiment la première version, elle a été utilisée de 78 à 2016. Donc ce qui va se passer souvent, c'est comme c'est des pièces plus vieilles, elles vont être plus chères que les pièces plus récentes. Donc je te conseille toujours d'essayer d'utiliser les pièces plus récentes, sauf si vraiment il y a une particularité d'une pièce plus ancienne qui t'est indispensable dans ton design. Et maintenant, ces vieilles pièces, si tu veux pas toujours les avoir dans les pattes, dans la palette, si tu fais clic droit sur ta pièce, tu as la possibilité de la cacher en cliquant sur Hide. Et là maintenant, ma pièce, quand je vais retourner dans les plaques modifiées, je vois que les jumpers, j'en ai plus que 2. Donc il me reste toujours mon plus récent, et puis la version B qui est là. Donc je vais la cacher elle aussi. Et maintenant, dans ma palette, quand je cherche le jumper, j'en ai qu'un seul. Donc je risque pas de me tromper puis de sélectionner par inadvertance la mauvaise pièce. Et si vraiment tu as besoin de retrouver
une pièce que tu as cachée, soit parce que tu l'as cachée par inadvertance, soit parce que vraiment tu voudrais utiliser une plus vieille pièce, tu peux aller modifier la palette. Donc par défaut, en haut, on est toujours dans Main, qui est la palette principale. Et quand on le déroule, on voit qu'on a plein de palettes différentes, et en particulier une qui est la Hidden Parts, et dans laquelle se trouvent toutes les pièces que j'ai cachées. Donc si vraiment je voulais utiliser la 3794B, ben je l'ai toujours ici, puis je peux l'utiliser exactement de la même façon qu'une autre pièce. Donc ça, j'espère que ça va t'aider à simplifier tes recherches et à éviter d'avoir à commander des vieilles pièces que plus personne n'a en stock et qui coûtent très cher. Pour le 5e conseil que j'ai pour toi aujourd'hui, je vais te montrer comment vérifier la disponibilité réelle des pièces dans Bricklink, puis si tu vas vraiment être capable de pouvoir les acheter sans que ça te coûte une fortune. Si par exemple, je choisis une pièce, je t'avais montré dans la dernière vidéo que quand tu cliques sur le filtre, tu vois uniquement les couleurs qui sont disponibles sur Bricklink à l'achat. Mais il y a quelques semaines, je me suis fait avoir comme un grand. J'étais en train de faire la conception de cet avion. Pour les passionnés d'aviation, c'est une réplique d'un Avro Arrow. Et dans cet avion, j'ai une pièce dans le nez de l'avion, une pièce conique qui est absolument nécessaire à avoir pour donner la forme de l'avion. Entre parenthèses, je vais te montrer dans quelques minutes comment gérer des sous-assemblages. Et quand je vais cliquer sur cette pièce, donc un de ces cônes, je vois que ma pièce elle est disponible, je la veux en noir, elle existe dans Bricklink, ça me dit même qu'elle est pas nécessairement très chère, et quand même à 2$ canadiens chaque, mais des fois on sait des petites folies, c'est vraiment la forme exacte dont j'ai besoin. Le problème que j'ai eu, c'est que quand je vais cliquer sur mon numéro de pièce, donc là c'est génial, ça me confirme, ma couleur existe. Le problème que j'ai, c'est qu'il y a 3 vendeurs dans le monde qui ont cette pièce-là en noir. Donc elle existe bien dans toutes les couleurs que Bricklink me donnait, sauf que si je la veux en dark bluish grey, je vais vraiment avoir du choix. Par contre, mon noir, j'ai juste 3 vendeurs. Par contre, on voit que les prix que Bricklink me donnait à 1,95$, c'était pas si mauvais que ça, mais par contre, le problème c'est que vraiment, il n'y a pas beaucoup de ces pièces-là en vente dans le monde. Donc, quand tu construis, pense toujours si vraiment tu as des pièces spéciales, n'hésite pas à cliquer sur ta pièce, aller regarder, ok, cette pièce-là en noir, il y a 3500 vendeurs, donc je pense que celle-là je vais être correct. Mais par contre, si je la voulais en bright yellow, j'aurais le même problème avec uniquement 4 vendeurs. Donc pense toujours à regarder le petit chiffre à côté des couleurs, ça te dit le nombre de lots qui sont en vente, donc quand tu cliques, tu as du choix. En vérifiant la disponibilité des pièces, je t'ai parlé brièvement de la vérification des prix, mais je veux vraiment insister un peu là-dessus parce que c'est quand même important. Pour moi, quand je construis dans Studio, c'est vraiment dans le but de pouvoir construire en réalité ce que j'ai conçu. Donc je veux toujours valider les prix. Donc si on revient à notre Fire Brigade, si je prends une pièce, donc le 1/6, Dark Red, en bas à gauche, à côté du numéro de pièce de la description, j'ai un prix indicatif. Si je veux avoir une idée des différents prix des couleurs, comme je t'avais expliqué, quand on active le petit filtre de ce qui est disponible dans Bricklink, on peut voir déjà une idée de quel type de couleurs vont être plus ou moins chères. On voit par exemple que le bleu est vraiment pas cher. Par contre, le violet blue ou le brown sont très chers. Si tu veux avoir plus de détails, il suffit de laisser ta souris sur la couleur. Et là, on voit par exemple que la même pièce en brun vaut 3,30$ quasiment, alors que si je la prends en noir, elle vaut 33 centimes. Donc ça va vraiment influer le prix d'une construction si je décidais de changer tout le rouge foncé en brun dans cette construction. Mais tous ces prix sont vraiment uniquement des indications en fonction des paramètres que tu as rentrés dans tes préférences au niveau du prix, au niveau du guide de prix, quels vont être les paramètres utilisés pour te donner ces prix dans Studio. Donc moi, ce que je te recommande vraiment, c'est d'ouvrir Bricklink pour cette pièce en cliquant sur le petit lien avec le numéro de pièce.
Donc si dans Bricklink par exemple, on va aller regarder le brun, on va dans le guide de prix et ici on peut voir toutes les pièces qui ont été vendues au cours des 6 derniers mois et on a également les pièces qui sont à vendre actuellement. Donc on voit que dans les 6 derniers mois, la pièce était à en moyenne 1 dollar et que en ce moment, ce qui est à vendre sur Bricklink, le prix moyen est à 3,30 $. Si je change de couleur pour du noir, on voit tout de suite que ça coûte 1/10 du prix de l'acheter en noir plutôt qu'en brun. Donc si tu veux construire ta création, c'est toujours mieux d'aller vérifier les prix, soit en ayant juste une idée du prix moyen d'un studio ou vraiment en allant vérifier le prix en cliquant sur le lien et aller voir le prix exact de ce qui est à vendre dans Bricklink. Donc après avoir parlé des prix des pièces et des disponibilités, je vais te montrer quelques petites techniques super utiles dans Studio. En particulier, quand on a une pièce sélectionnée, on va voir qu'on a les petites options qui sont ici. Donc trouver des briques alternatives, des briques compatibles, remplacer une brique et copier miroir. Donc la première, pour te donner un bon exemple, je vais chercher dans les panneaux et je vais prendre le panneau en forme de petite braquette en L. Et si je vais cliquer sur Find Alternative Bricks, en fait ce que le logiciel va faire, c'est me donner des possibilités de pièces qui pourraient remplacer celle-ci. Donc on voit que j'ai le panneau en L, mais j'ai aussi le même panneau mais avec les côtés, les deux côtés, et aussi celui avec le panneau au milieu, l'espèce de division au milieu. Donc quand tu connais pas toutes les pièces, honnêtement c'est à peu près impossible de connaître toutes les pièces, ça peut vraiment être utile pour, quand on a une idée de ce qu'on veut construire, pour avoir des pièces qui sont comme presque identiques, mais qui est pas exactement la pièce qu'on a. Donc la deuxième option qu'on a, c'est les briques compatibles. Et pour ça, on va aller chercher les charnières. Je vais prendre comme la première qui vient. Moi, je sais pas toi si t'as déjà utilisé ce logiciel, mais à chaque fois qu'il faut trouver une charnière qui va avec la charnière que j'ai déjà, c'est toujours un peu compliqué. Donc si je sélectionne ma pièce encore et que je prends Find Compatible Bricks, là il va simplement me donner des pièces qui sont compatibles avec celles que j'ai sélectionnées. Donc c'est sûr, étant donné que celle-là j'ai un stud dessus, elle va me donner plein de pièces qui sont avec des studs qui pourraient aller dessus. Par contre, si je scroll jusque dans les charnières, je vais voir qu'il me donne plein de charnières possibles qui vont toutes pouvoir fonctionner avec celles que j'avais choisies. Donc ça m'évite d'avoir à essayer plein de fois différentes charnières, surtout dans les vieilles charnières comme celle-ci. Des fois, on n'est jamais trop sûr de qu'est-ce qui va fonctionner avec. Donc quand on les prend, on voit que par exemple avec cette charnière, j'ai toutes ces pièces qui fonctionnent. Donc ça peut être vraiment utile quand on va vouloir créer des designs plus complexes, qu'on n'est pas sûr les pièces qui vont fonctionner ensemble, ça nous donne tout de suite les bonnes possibilités. Donc j'aime beaucoup utiliser Compatible Bricks, souvent ça sauve beaucoup de temps. Pas besoin de passer à travers toute la liste des charnières, les essayer une par une, savoir qu'est-ce qui va aller. Donc ça aide beaucoup, j'aime beaucoup Compatible Bricks. L'outil pour remplacer est assez simple. Si je clique sur une pièce et que je clique sur Replace, il va me proposer plein de pièces qui pourraient remplacer cette pièce-là. Donc là, dans ce cas-là, il me montre quand même énormément de pièces qui sont simplement des pièces avec des imprimés. Mais si par exemple, dans le Fire Brigade, je voulais remplacer toutes ces tuiles, j'aurais juste à sélectionner toutes les tuiles comme ça et les remplacer par exemple par cette pièce-là. Et là, il me remplace tout d'un coup. Donc si t'as fait une erreur, si t'as utilisé une vieille pièce, ça m'a été utile quand je me suis rendu compte que j'avais utilisé une vieille pièce discontinuée qui est difficile à trouver, au moins j'ai juste à sélectionner ma pièce et puis je peux la remplacer par une pièce plus récente ou par la pièce que je veux. Par exemple, si tu comptes faire celle-là, je veux que ça soit celle-ci, ça va toutes me les remplacer. Donc là encore, c'est juste pour sauver du temps, pour éviter d'aller retrouver toutes les pièces. Ça évite les erreurs aussi après pour se retrouver avec différents types de pièces alors qu'on voulait juste un type de pièce. Donc la dernière option qu'on a, c'est copie et miroir. Donc le gros avantage, c'est que si j'ai une symétrie, si par exemple je voulais faire ma deuxième partie d'aile, si je l'avais pas encore créée, je clique sur Copy and Mirror, et là il vient de me créer exactement une copie, mais en le symétrisant. Donc c'est bien plus puissant que si on utilise Clone, qui lui va simplement les mettre dans le même sens. Après, il faut s'embêter
à le tourner pour le remettre comme on veut. Donc copier miroir, dès que tu as des symétries dans une construction, c'est extrêmement utile. Je vais maintenant te parler d'un petit outil absolument fantastique dans Studio qui est l'ajout d'images de référence. Quand tu vas dans Modèle, tu as la possibilité d'ajouter des images de référence. Et ça va être extrêmement utile si tu construis quoi que ce soit qui existe dans la vraie vie et que tu veux faire une réplique en Lego. Donc moi, dans mon cas, c'est un avion qui s'appelait le Avro Arrow, qui était un avion de chasse canadien. Et le but, c'est que je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit fidèle dans les proportions, puis c'est pas toujours évident. Donc sur le web, j'ai trouvé plein d'images qui montrent l'avion, à quoi il ressemble. Puis moi, mon but, c'était vraiment d'avoir quelque chose de plus fidèle possible en termes de proportions. Et dans mes recherches, entre autres, j'avais trouvé des vieux plans, juste des schémas, des dessins, mais qui montrent vraiment l'avion dans différentes vues, vue de dessus, vue de dessous. Et ces images vont m'être extrêmement utiles quand je retourne dans Modèle, Add Reference Image. Et là, j'ai accès à différentes images que moi j'ai téléchargées. Ça, je vais chercher directement sur mon ordinateur. Et si entre autres je veux utiliser celle-ci, je l'ouvre. Et là on voit qu'il m'ouvre l'image directement dans mon modèle 3D. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de l'orienter. Donc je vais me servir dans ce cas-là de l'image qui est en dessous, la vue de côté. Puis je peux vraiment venir l'installer où je veux, si je veux. Donc si je me mets en vue de côté, cette image, je peux la déplacer. Je peux lui dire que je veux qu'elle soit en semi-transparence en cliquant sur Overlay. J'ai aussi accès si je fais clic droit et que je sélectionne Overlay. Donc là, on voit que maintenant, mon image, elle est en semi-transparence. Si je veux modifier les dimensions, je clique sur mon image, j'ai ces petites icônes qui apparaissent, et quand je passe au-dessus de celle du bas, celle de droite me permet de pouvoir modifier mes dimensions, donc je peux le scaler à peu près aux dimensions que je veux. J'ai plus qu'à le déplacer. Et c'est vraiment ça dont je me suis servi pour essayer d'avoir un avion qui ait la forme la plus réaliste possible. Et pour la forme des ailes, j'ai fait exactement la même chose avec une image de référence en prenant l'image vue de dessus cette fois-ci. Là encore avec les flèches, on l'oriente dans la direction qu'on veut. Si je veux, je peux cacher l'autre image pendant que je travaille. Et là maintenant, quand on se met en vue de dessus, on n'a plus qu'à le remettre à la bonne dimension, à peu près dans ce cas-là. Et là je vois que l'envergure de mes ailes, l'angle, j'ai pu vérifier tout ça grâce à ces images. Et quand je remonte mon dessin, je peux valider toutes mes proportions comme ça de mon avion. Quand je les veux plus, j'ai juste à sélectionner les images et les cacher. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement puissant si tu veux faire des répliques en Lego de voitures, d'avions, de bateaux. Du moment que tu arrives à trouver des vues de côté, vues de dessus, de ce que tu veux recréer, tu vas être capable de les mettre à la bonne échelle. J'ai même oublié de te dire que tu peux changer la transparence si tu veux voir encore mieux à travers tes objets. Je vais maintenant te parler de sous-ensemble. C'est quoi un sous-ensemble? C'est des pièces que tu vas grouper pour que ça devienne comme si c'était une seule pièce quand tu le déplaces. Donc par exemple, l'empennage de l'avion, j'en ai fait un sous-ensemble. Maintenant, je peux déplacer l'empennage au complet comme si c'était une pièce. Pareil pour le cockpit, si je le déplace, ça vient comme si c'était une seule pièce. C'est quoi l'avantage de faire des sous-ensembles? Déjà, quand tu travailles sur un très gros modèle, ça va me permettre de séparer certaines choses. Comme par exemple ici, si je prends l'empennage, je peux le cacher au complet. Le cockpit, la même chose. J'avais fait le train d'atterrissage également. Donc je peux vraiment très facilement venir cacher certaines parties qui vont me faciliter la vie quand je veux venir travailler dedans, voir si j'ai des choses à changer dedans. Ça va vraiment faciliter la vie au niveau
de la création. Le cockpit, par exemple, ça m'a permis d'en créer plusieurs versions, puis après j'avais juste à les échanger facilement l'une l'autre pour voir comment ça allait dans le modèle. Donc comment je crée un sous-ensemble? En fait, je vais simplement sélectionner plusieurs pièces. Si par exemple je voudrais faire un petit sous-ensemble du bout de l'aile, je vais sélectionner les pièces. Je vais faire clic droit et j'ai submodel, donc qui est sous-ensemble. Donc là, j'en ai pas, donc tout ce que je peux faire, c'est créer un sous-ensemble. Donc je vais lui donner un nom pour me rappeler de c'est quoi. Je te conseille vraiment de donner des noms qui ont du sens pour pouvoir les retrouver dans ton arbre de pièces après. Donc j'ai maintenant un petit dossier qui s'appelle bout d'aile et qui comprend toutes ces pièces-là. Si je veux le voir maintenant, si je veux aller faire des modifications, je vais avoir deux options. Soit je vais faire View, et là dans ce cas-là, il va vraiment m'ouvrir mon sous-ensemble complètement hors contexte. Donc c'est toutes mes pièces qui en font partie, et maintenant je peux vraiment les déplacer. Si je voulais refaire un sous-ensemble à l'intérieur d'un sous-ensemble, je sélectionne mes deux pièces, je fais Create, puis je peux recréer un sous-ensemble dans un sous-ensemble. Une fois que je veux revenir à mon modèle, en bas à droite, Return to Main Model. Si je veux voir mon sous-ensemble dans le contexte, dans ce cas-là, je vais faire clic droit sur mon sous-ensemble, je vais venir dans Submodel, et là, dans ce cas-là, je vais faire Edit. Et là, dans ce cas-là, je vais toujours avoir tout mon modèle, mais on peut voir que tout ce qui est en transparence grise, en fait, je peux rien y faire. La seule chose que je peux bouger, c'est mon sous-ensemble. Donc, ça peut être très utile pour valider l'alignement d'un sous-ensemble, par exemple. Des fois, je trouve que l'avantage d'un sous-ensemble, c'est justement, au lieu d'avoir à travailler dans le modèle au complet, je peux simplement venir voir mon sous-ensemble, je travaille les pièces que j'ai à travailler là-dedans, et après, je reviens à mon modèle. Si pour une raison ou pour une autre, tout compte fait, je ne veux plus que mes pièces soient groupées, on va faire clic droit, Submodel et Release. Et là, dans ce cas-là, mes pièces vont redevenir comme si c'était pas un sous-ensemble. L'autre chose aussi, par exemple, si je voulais que le sous-ensemble du train d'atterrissage soit avec le cockpit, dans Submodel, j'ai l'option de Move To, donc ça va être déplacé vers. Et là, dans ce cas-là, on voit dans celui-là, j'ai quand même beaucoup de sous-ensembles. Et si je voulais le déplacer dans le cockpit, je vais simplement sélectionner Cockpit. Et maintenant, si je bouge mon cockpit, le train d'atterrissage vient avec. Et quand j'ouvre le cockpit, j'ai le train d'atterrissage avec le sous-ensemble. Comme je t'ai montré tantôt, on peut avoir des sous-ensembles à l'intérieur des sous-ensembles. Et je t'en parlerai plus en détail dans la vidéo sur les instructions. Mais si tu veux faire des instructions d'un modèle complexe, tu n'auras pas le choix de passer par les sous-ensembles. On voit que dans ce cas-ci, dans ma page d'instructions, je continue ma construction et comme dans des instructions Lego officielles, maintenant je vais créer mon sous-ensemble. Donc pour pouvoir avoir cette option-là dans les instructions, il faut que l'empennage soit une pièce à part, que ça soit un sous-ensemble. Donc on voit après qu'on peut construire simplement la partie de l'empennage, qui, une fois qu'il va être complet, on va venir le rajouter dans notre modèle. Donc les trains d'atterrissage, ça a été la même chose. Si je veux pouvoir, dans mes instructions, mettre le train d'atterrissage à part, puis dans ce cas-là, je veux le faire 2 fois, il faut que mon train d'atterrissage soit un sous-ensemble. Donc on verra ça plus en détail dans la vidéo sur les instructions, mais je voulais vraiment te montrer l'intérêt que ça peut avoir de créer des sous-ensembles pour pouvoir travailler à la fois des très gros modèles, créer des instructions, se faciliter la vie aussi. Par exemple, dans ce cas-là, quand j'ai fait le train d'atterrissage, j'ai créé celui-ci, j'en ai fait un sous-ensemble, j'ai fait copier miroir comme on vient de voir, et tout de suite après, j'avais mon deuxième sous-ensemble qui était venu s'installer là. Donc ça permet de sauver du temps également. Là où c'est extrêmement utile également, c'est dans le cas des bâtiments modulaires. Quand je les ai téléchargés, si je veux aller voir dedans, en fait c'est assez compliqué parce que oui, je pourrais en sélectionner une partie, le cacher, mais je vois pas vraiment comment les étages sont faits. Donc si je veux le faire avec un sous-ensemble, je viens prendre toutes les pièces de mon toit. J'en fais un sous-ensemble. Et maintenant, je peux venir déplacer mon étage et aller regarder comment cet étage-là est fait. Après tout ce que j'ai à faire, la même chose pour l'étage. Et voilà, j'ai mon bâtiment modulaire avec ses différents étages que je peux simplement venir remettre après. Donc si je veux modifier de quoi, je peux vraiment simplement venir voir comme si c'était le bâtiment modulaire dans la vraie vie. Donc c'est ça la puissance des sous-ensembles. Donc je te conseille vraiment de les utiliser. Dès que tu construis des choses un petit peu grosses, c'est extrêmement utile.
Maintenant, je vais te montrer comment faire des micro-ajustements sur la position des pièces. Et pour ça, quand on clique gauche sur la pièce, on voit un petit symbole qui apparaît en haut à droite de la pièce en forme de main de minifigure. Quand on va passer notre souris dessus, on voit qu'on a différents outils. Le premier, c'est l'outil de rotation. Quand on clique gauche sur cet outil, on voit apparaître un point de contact ainsi que une flèche. Quand on clique sur la flèche, ça va nous permettre d'orienter notre pièce comme on le veut. On peut le faire soit à la main, soit quand on clique dessus, on peut venir rentrer un angle. Par exemple, je le veux à 285 degrés. Et là, il est placé. Quand on clique, on fait apparaître, on sélectionne l'outil de rotation et on oriente. Donc ça va servir dès qu'on veut orienter des pièces en dehors des angles de 90 degrés, comme quand on sélectionne une pièce et qu'on la fait tourner avec les flèches du clavier. Ça peut être utile par exemple si je veux installer ma tuile sur le premier jumper, si je veux l'orienter pour aller la faire connecter avec le deuxième jumper en utilisant l'outil de rotation, ça me permet de pouvoir l'orienter à un angle autre que 90 degrés qui est disponible avec les flèches. Et je viens de te montrer les sous-ensembles juste avant. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je sélectionne un sous-ensemble, j'ai la même possibilité d'outils de rotation. Donc par exemple, si je veux tourner mon train d'atterrissage dans un autre angle, je peux le faire avec cet outil. Donc les sous-ensembles sont vus de la même façon que des pièces au niveau de cet outil de rotation. Le deuxième outil super utile, ça va être l'outil d'ajustement de mouvement qui va nous permettre d'ajuster dans les trois directions. Donc on voit que quand j'ai cliqué sur l'outil, j'ai encore le nœud de connexion qui apparaît et j'ai trois flèches pour les axes X, Y et Z. Et quand je clique sur cette flèche, sur une des flèches et que je le maintiens, je peux déplacer ma pièce. Et là, je suis plus du tout contraint sur la grille et sur l'aimantation. Donc, je peux vraiment déplacer une pièce comme je veux. Où ça m'a été extrêmement utile, c'est avec le nez de cet avion. Parce qu'à partir du moment que je déplace mon sous-ensemble, honnêtement, c'est quasi impossible de revenir le mettre. Il faut que les tenons qu'on voit ici aillent se mettre dans les trous qui sont là. Et c'est à peu près impossible. Ils rentrent jamais correctement. Donc ce que je fais, c'est que en utilisant l'outil de mouvement, je peux venir ajuster ma pièce comme bon me semble pour venir la remettre à la bonne place. C'est jamais complètement parfait parce qu'on n'est pas sur l'aimantation, mais ça va permettre de faire des petits ajustements pour venir déplacer des pièces des fois qui sont dans des constructions complexes pour pouvoir venir les mettre là où on veut. Donc c'est vraiment deux petits outils très utiles quand tu cliques sur une pièce qui vont venir apparaître l'outil de rotation et l'outil de mouvement. C'est deux outils dont je me sers quand même assez régulièrement dans les constructions en 3D parce que ça apporte plus de liberté que les mouvements ou les rotations qu'on a avec les flèches qui sont comme contraints avec des pas de 90 ou sur l'aimantation des pièces. Maintenant que je t'ai parlé des outils de rotation et de micro-ajustement, il faut absolument que je te parle des charnières. Donc les charnières, c'est ces pièces Lego qu'on est capable d'orienter. Et donc la beauté de la chose avec le petit outil de rotation, une fois que deux pièces charnières sont connectées, on est capable de les orienter comme on veut. On peut aussi, si on veut, utiliser l'outil hinge, qui en anglais veut dire charnière. Quand on clique dessus, quand on clique sur une pièce, ça nous ouvre la petite flèche qui nous permet d'orienter nos pièces. Donc là, vous voyez que si je sélectionne une pièce, ça la fait. Je peux la faire bouger. Si je veux faire bouger l'autre, j'ai juste à la sélectionner et après, je peux la faire bouger. Dans Studio, tu verras qu'il y a des pièces comme celle-ci qui viennent déjà assemblées. En fait, c'est déjà des mini sous-ensembles. Donc on voit dans l'arbre de pièces qu'on a accès à soit les pièces complètes, soit les parties qui la composent. Donc si je voudrais la créer moi-même, je peux prendre
les deux morceaux de pièces et on voit que c'est exactement la même pièce. La grande différence, c'est que celle qui est tout assemblée, eh ben, si je veux la déplacer, si je veux orienter le dessus, si je le fais avec l'outil rotation, en fait, ben, je bouge le sous-ensemble au complet. Comme je t'ai montré tantôt, cet outil sert à bouger des pièces ou des sous-ensembles au complet. Donc dans ce cas-là, si je voulais orienter la petite plaque sur le dessus, il faut que je vienne dans l'outil d'édition de l'assemblage pour cliquer dessus. Et là, maintenant, quand je sélectionne ma pièce, je peux bouger cette partie-là. Je trouve que c'est toujours long et pénible parce qu'à plus, là maintenant, je travaille vraiment uniquement dans un sous-ensemble, comme je t'ai montré tantôt pour les sous-ensembles. Donc il faut que je revienne à mon modèle principal. Alors que si j'ai importé mes deux pièces séparées, ben là maintenant, si je veux la bouger, je peux la bouger comme je veux. J'ai pas besoin à chaque fois d'éditer le sous-ensemble. L'autre chose très intéressante avec les charnières, c'est que si par exemple j'installe des plaques sous mes pièces, si je bouge ma charnière, les pièces qui sont attachées à cette charnière vont bouger avec. Donc ça va nous permettre, une fois qu'on a un grand sous-ensemble avec plusieurs pièces, si je voulais, je pourrais quasiment venir commencer à construire une petite structure. On fait vraiment les choses très au hasard. Et maintenant, si je viens sélectionner ma pièce ici et que je l'oriente, je fais bouger toutes les pièces qui sont connectées. Donc c'est très utile dès que tu as des pièces à angle, des angles un peu particuliers, tu vas pouvoir les réaliser dans Studio. Et voilà, ça fait le tour pour les charnières. J'espère que ça va t'aider à pouvoir orienter tes pièces dans des angles toujours un peu plus étranges. Le dernier truc que je vais te donner aujourd'hui, c'est comment utiliser les pièces flexibles. Tu as sûrement remarqué, dans l'arbre de pièces, il y a une catégorie de pièces qui s'appelle flexibles. On les reconnaît dans la palette de pièces avec le petit logo qui dans Studio veut dire flexible. On voit que les autres pièces ne l'ont pas. À partir du moment qu'on a ce petit logo, ça veut dire que la pièce elle est flexible, donc on va avoir la possibilité de la manipuler quasiment dans toutes les directions qu'on veut, comme si c'était la pièce flexible réelle. Pour l'exemple, on va prendre un bout de tuyau rigide de 3 mm qui rentre dans les clips. Donc on voit que quand on prend la pièce, c'est comme si c'était une barre. Donc si on l'installe, on voit que si je voulais la faire passer dans les autres clips, j'ai pas le choix, il faut la déplacer au complet, puis elle reste toute rigide. Si je clique maintenant sur ma pièce, je vois que en dessous de la petite main qui nous servait d'avoir à l'option de rotation et de déplacement, j'ai mon petit logo flexible. Si je clique dessus, ma pièce va devenir comme une nouille. On voit que je peux la manipuler vraiment comme bon me semble. Et je vais pouvoir la mettre par exemple ici. Donc il faut que je clique. Et après, quand je viens l'attraper au milieu, ben là, je vais pouvoir venir la mettre à d'autres endroits. Et on voit que l'aimantation marche quand même. Donc, c'est ça les pièces flexibles. Après, si je quitte mon outil, ben là, on voit que par contre, ma pièce, je peux la déplacer comme si c'était une pièce normale, entre guillemets. Donc, si tu as des tuyaux à utiliser et donner des formes bizarres à tes tuyaux, t'es pas obligé de les garder droit comme on les trouve directement en disant ah bah quand je le construirai en réalité je l'installerai correctement. Dans Studio, tu as la possibilité d'installer des pièces flexibles comme dans la réalité. Et voilà, tu connais maintenant tous mes secrets pour maîtriser Studio. J'espère que ça va t'aider dans tes créations. Si ça t'a plu, pense à t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos et n'hésite pas à me partager tes réalisations sur Instagram. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.